Salut, ici Maps. Vous êtes en direct du 8e épisode de la 2e saison de Qu'est-ce que tu lis? Donc, en ce jeudi 13 février, veille de la Saint-Valentin, je vous présente mon super panel de ce soir. On a des personnes habituelles, on a une personne que ça fait vraiment trop longtemps qu'on s'est jasé et deux nouvelles personnes. Donc, vraiment un super panel très intéressant. Je commence tout de suite avec Josée, qui est avec nous ce soir. Salut! Allô, Josée, vous la connaissez. Elle a le compte Instagram PM à la page avec son amie Lydie. Lydie, hein, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, bien sûr. Et voilà, Josée qui est avec nous ce soir, fidèle abonnée. On a Jessica Lubino qui revient. Bonsoir, Jessica. Je ne sais pas si vous suivez son compte Instagram à Jessica, mais sinon, je pense que c'est un des comptes que je préfère. Donc, je ne sais pas pourquoi, Jessica, j'aime vraiment beaucoup ton contenu. Je trouve que ça fait vraiment très différent de tout ce que je suis, puis de toutes les personnes sur Instagram de façon générale. Donc, un must. Jessica, ça faisait vraiment trop longtemps qu'on s'était jasé. Fait que je suis vraiment contente que tu sois là ce soir. On a une nouvelle personne, on a Maude. Bonsoir Maude. Vous connaissez peut-être ces clubs de lecture. Ça fait combien d'années que Sujet Clos? Ça fait Ça va faire 2 ans le mois prochain. 2 années que Sujet Clos a été créé et ma foi, ça s'étend partout sur la planète. Les clubs de lecture, ça a commencé ici dans notre petit patelin en Outaouais, puis là, vous pouvez retrouver ça un peu partout au Québec. Il y a de la belle littérature québécoise, ça, là, c'est mon point faible. Donc, si vous ne connaissez pas Maude et Sujet Clos, faites ça tout de suite, maintenant. Est-ce que tu t'es un petit peu fébrile pour le balado de ce soir? Oui, j'aime vraiment le concept. Comme je disais en introduction, StreamYard, c'est nouveau pour moi, mais je t'ai souvent écouté, fait que fébrile, mais vraiment de la manière la plus positive. Super. Comme je dis tout le temps, on essaie de faire ça comme une petite conversation du vendredi soir, entre amis, bien tranquille. Et on continue avec une nouvelle personne, deux nouvelles personnes ce soir. Donc, Caroline. Bonsoir, Caroline. Bonjour. Bonsoir. Elle a un compte Instagram aussi, mais il est privé. Fait que je ne sais pas si tu, tu En cherches. fait, il est effectivement privé, mon compte, mais quand c'est des gens que je connais ou que je suis qui me demandent d'être amie, comme Josée et comme le prochain invité que je ne t'ai pas présenté encore, quand c'est des gens comme ça que je connais, s'ils me demandent, je les accepte. Là. C'est juste que ce n'est pas que de la lecture. J'ai aussi des photos de sport et de famille à travers mon compte. Je comprends. Parfait. Donc, bien noté. Puis, comme tu disais, il manque une certaine voix masculine ce soir. Mon acolyte Sylvain Desmentis. Bonsoir, Hey, Sylvain. bonsoir. Ça fait longtemps qu'on s'est jasé, Sylvain. À peu près 24 minutes, peut-être. Oui, ou la semaine dernière en public. Ça va. Oui, c'est ça. Toujours un plaisir de te voir. Puis, en commentaire, on a Daphné qui nous fait un petit bonsoir. Alors, bonsoir à toi, Daphné. Puis, si vous êtes là, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à commenter lorsqu'on va discuter de nos livres et vous savez probablement comment ça fonctionne. On se fait un premier tour de table pour discuter de ce qu'on lit en ce moment ou de ce qu'on a lu tout récemment. Je pense que ça fait très longtemps que j'ai commencé par toi, Sylvain. Alors, dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? Eh boy, on commence pas par le plus intéressant ce soir parce que moi, depuis le début de l'année, j'ai lu beaucoup de livres québécois, beaucoup de livres déprimants en fait. Puis là, je suis très sensible à la dépression saisonnière. Là, c'est le pire temps de l'année pour moi là, parce que là, il fait noir. On a eu une autre tempête de neige. C'est comme chaque fois qu'il y a une tempête de neige, puis on n'a pas encore eu celle de mars, là, celle-là, elle tue. Mais tu sais, c'est la tempête de neige que tu te dis, là, on n'en finira jamais. Puis, on le sait intellectuellement que l'hiver va finir, mais on est pris dans la neige, puis c'est jamais le fun, puis il fait pas beau, puis on a des grosses bottes lourdes, puis des gros manteaux, puis on mange mal, puis on s'entraîne pas. En tout cas, bref. Un gars d'hiver, hein, toi? Ouais, c'est ça. J'haïs bien ça. Fait que, bref, là, j'étais dans une lecture un peu déprimante. Fait que j'ai fait non. Là, je me sors de tout ça. Puis, j'ai retrouvé un livre que j'ai justement acheté au printemps dernier en me disant que ça allait justement être le genre de livre que je vais avoir envie de lire à ce temps-ci de l'année.
C'est un roman policier, donc c'est dark, mais c'est quand même confortable pour moi. Là. C'est pas déprimant comme des sujets de société, mettons. Puis c'est ça, ça va être difficile de dire le titre sans chanter, mais c'est L'Aigle Noir de Jacques Saucé. Voilà, c'est disponible chez Pocket en format poche. Et là, j'aime bien ça. C'est exactement ce que j'avais besoin de lire. Je ne suis pas rendu très loin. Là. J'ai 150 pages de lu. Puis c'est ça. C'est une enquête, c'est bien cliché. C'est un ancien policier qui est meurtri par la vie, il se fait embaucher par un individu au privé qui va l'engager pour aller enquêter sur la mort de son fils, donc le fils de son client, qui a disparu dans un accident d'hélicoptère, mais c'est bien louche. Puis ça se passe à La Réunion, donc c'est une île paradisiaque qui fait chaud. En fait, c'est pour ça que j'avais besoin de ce livre-là. Il fait chaud, il fait beau, il y a de la belle végétation, il y a du gros soleil, des plages, de la mer, tout ça. Fait que ça me convient. C'est bien cliché, c'est pas écrit, c'est une écriture du type invisible, serviable. C'est le genre d'écriture qui va servir l'intrigue, c'est pas... Ça ne dérange pas parce que c'est mauvais, mais ça n'impressionne pas parce que c'est bon. T'sais. Puis ça sert vraiment l'intrigue, mais c'est correct. C'est vraiment de ça que j'avais besoin. Puis c'est ça, c'est cliché, mais c'est pas grave. Je m'embarque là-dedans. Puis là, il y a quelqu'un qui vient de mourir en faisant de la plongée, mais en fait, c'est un enseignant qui avait découvert une de ses étudiantes, une petite fille là, qui avec des bleus puis tout ça. Puis là, il a commencé à poser des questions. Puis là, comme par hasard, rendu à la fin de semaine, pendant qu'il fait de la plongée, il y a un petit bateau qui passe dessus. Puis on sous-entend qu'il a peut-être découvert trop de choses. Puis on veut le faire taire. Fait qu'il y a toutes sortes de petites intrigues comme ça qui vont, j'imagine, se réunir. Tout ça autour de l'ancien policier, comme je le disais. Bien classique, là. Bien classique. Très divertissant. Beaucoup de plaisir. C'est ça que j'ai. Est-ce que c'est la première fois que tu lisais cet auteur-là? Ben, je pense que c'est son premier roman. Il a l'air d'en avoir écrit un deuxième, mais c'est ça, oui, c'est un auteur français. Je le connaissais pas. C'est vraiment... C'est vraiment parce que la couverture faisait île paradisiaque. Puis la couverture m'a dit OK, je vais lire de quoi ça parle. Puis là, j'ai vu que ça se passait à La Réunion. Puis tout ça. Puis je trouvais que ça avait l'air intéressant. Fait que je l'ai acheté au printemps. Puis comme je l'ai dit, je l'ai déterré dans ma bibliothèque. Là. J'avais pratiquement oublié que j'avais ça chez nous. C'est parfait. Tout tombe à point. C'était le moment pour moi de lire ça. Parfait, parfait. Ben, merci beaucoup. Oui, je sens que parfois, ce moment-ci, c'est parfois un moment d'enquête policière. Je ne sais pas, les autres, si vous êtes comme ça, mais moi aussi, j'en ai lu un en janvier, puis là, je suis en train d'écouter en balado des cold cases. Je sais pas. On dirait que comme, soit tu plonges dans la déprime hivernale, ou... Mais c'est étrange, mais c'est vrai qu'il y a un certain confort là-dedans, tu sais. Oui. Fait que, ouais. Peut-être que ça nous rassure parce que les meurtriers sont arrêtés. Oui, puis il y a l'aspect un peu recette. Tu sais, on sait qu'à la fin, l'enquête va se résoudre. Puis c'est ça. Tu sais, c'est un peu. En fait, j'avais le choix entre ça et lire une romance. J'aurais très bien pu lire une romance. Mais tu sais, là, c'était ça. Mais ça se peut que je lise une romance après où je suis certain que tout le monde va finir heureux et ça va bien finir. C'est le temps de l'année pour ça. Là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont laissées aller dans les enquêtes policières récemment? Oui, moi, à niveau audio aussi, mais avec vraiment... moi, je n'ai pas de haut niveau de tolérance pour Cold Crimes, mettons, mais je lis du cozy mystery en audio en ce moment. Ouais, ça sonne bon, ça aussi, pour le février tempête. Vous sortirez des recommandations. Excellent. Bien, merci beaucoup, Sylvain, pour ton partage. J'espère que l'hiver va terminer bientôt pour toi. Mais écoute, il en reste au moins 2 mois encore. Là. Facilement. Oui, puis en avril, il y a tout le temps la pluie verglaçante du siècle. Bon, en tout cas, ça va revenir le soleil, l'été, ça s'en vient. Alors, Caroline, dis-moi, qu'est-ce que tu lis? En fait, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, je voulais lire quelque chose d'approprié. J'avais sorti, puis là, je vais vous le montrer, The Skin We're In, et c'est A Year of Black Resistance and Power
de Desmond Cole, qui est un journaliste torontois. Et c'est 1 an dans sa vie où il note un peu les choses qui lui arrivent par rapport au fait qu'il soit noir, que ce soit du profilage racial, d'être interpellé plus souvent par la police ou par toutes sortes de choses. Sauf que, comme je suis encore sur le choc de ma dernière lecture que j'ai finie dimanche, je ne l'ai pas commencé encore. Alors, c'est pas de ça que je vais vous parler. Oh. Mais quand même, la couverture est belle. Magnifique. Oui, alors ma dernière lecture, je vais je fais durer le mystère. Comme vous voyez, c'est gros. Ça a 1400 pages. Oh. Je fais un défi sur Facebook, serpent et échelle. Alors, c'est vraiment une planche de serpent et échelle. Puis on avance. Puis selon la case où on tombe, on doit lire un livre qui correspond à cette catégorie-là. Et là, je devais lire quelque chose qui a été publié pour la première fois dans les années 30. Puis mon petit côté rebelle a décidé cette année de lire des livres qui avaient été bannis aux États-Unis. Autant en anglais. Ouais. Puis vous voyez les étiquettes oranges, là, avec un 97 dessus, là, c'est l'année que je l'ai acheté. Alors, ça ne me rajeunit pas. Ça traînait depuis 28 ans dans ma pelle à ligne. C'est là que ça s'est passé. Ça m'a pris 3 semaines. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce que bon, je connaissais vaguement l'histoire, moi j'avais vu le film. En gros, ça se passe pendant la guerre ça commence au début de la guerre de sécession en 1861, puis ça se poursuit à peu près une dizaine d'années après la fin de la guerre de sécession. Puis à travers les aventures de Scarlett O'Hara, qui est la fille d'un planteur sudiste, on suit un peu là, l'évolution de la société. Bon, l'histoire de Scarlett O'Hara, on s'en fout, là, c'est pas de la grande littérature, là, c'était à mauvais caractère, puis elle est opportuniste, puis tout ce qu'elle veut dans la vie, c'est avoir de l'argent parce qu'elle veut pas avoir faim. Mais ça a été publié pour la première fois en 1936. La traduction que j'ai, c'est la traduction originale, parce qu'il a été retraduit depuis. Je ne sais pas si la version anglaise a été rééditée, mais la version française a été rééditée. Puis moi, j'ai la traduction originale. Donc, c'est vraiment, puis vous avez peut-être vu, là, il y a plein de petits papiers, là. C'est quand on oublie l'histoire de Scarlett puis qu'on lit le reste, c'est un portrait social qui n'est pas le fun à lire parce que ça se passe pendant la première moitié, pendant la guerre sur les plantations. Puis après ça, la reconstruction du Sud pendant à peu près une dizaine d'années après la guerre de sécession. C'est le point de vue des Blancs. Et c'est le point de vue des Blancs qui n'ont pas beaucoup d'estime pour leurs esclaves et qui oublient surtout qu'ils ont fait leur argent sur le dos des esclaves. Alors, bon, le mot en haine, il revient tout le temps, puis bon, plein d'affaires plates que je ne vous raconterai pas, là, parce que c'est excessivement méprisant. Mais après la guerre, une fois que la guerre est finie, le ton change un peu, mais pas pour s'améliorer. Ils sont beaucoup, nous, les pauvres Blancs, on a perdu notre argent, les Yankees ont libéré nos esclaves, puis là, nous, on est mal pris, puis là, on était pourtant si bons, si fins et tout et tout. Il y a zéro prise de conscience. Puis je sais là, que c'est un roman, mais je sais surtout que c'est basé sur des affaires qui se sont passées pour vrai. Même si ce n'était pas les mêmes noms, même si les plantations sont fictives, il y en a eu d'autres plantations, il y a eu d'autres choses. Puis je vais vous dire que dans les dernières semaines, avec ce qui se passe aux États-Unis, lire ça, tu sais, quand on est conscient que les programmes de diversité, inclusion, tout ça, ça a été aboli presque partout, puis qu'on voit comment les dirigeants de l'autre côté de la frontière se comportent. Je l'aurais lu il y a 2 ans, ça m'aurait dérangé, mais là, ça m'a inquiétée. C'était pas une lecture le fun. Puis c'est pour ça que j'ai pas commencé l'autre. En fait, j'ai juste pas lu cette semaine parce que c'est comme je suis comme ça.
À un moment donné, il y a même des tentatives de justification sur la fondation du Ku Klux Klan puis des lynchages qu'ils faisaient. Là. Non, c'est pas... Vraiment, c'est pas le fun à lire, mais aujourd'hui, c'est encore pire, je dirais. Ouais. Alors, quand on voit qu'on pense que c'est un livre banni, puis c'est pas le seul livre banni aux États-Unis ces temps-ci, Toni Morrison, presque tous ses livres sont bannis. On se dit, ben regarde, ils n'apprennent pas de leur passé, là, ils font juste comme refaire les mêmes affaires. Voilà, c'était ça. Ouais, je comprends ma lecture, pas le fun. Ouais. T'es quand même allé au bout de ça. Oui. J'ai sauté quelques paragraphes des fois, là. Mais oui, je suis allée au bout, puis il y a pas mal d'annotations, là. J'ai pas mal de petits papiers. Oui, vraiment. C'est parce que quand je vais écrire ma chronique, je voulais retourner facilement sur certaines choses, là. Mais non, c'est pas... Ouais. C'était pas beau. Non, c'est ça. Ça résonne drôlement ces derniers temps. Oui, ces temps-ci encore plus, oui. On a Daphné qui a une question pour toi. Elle te demande, est-ce que tu es tout de même contente ou plutôt satisfaite de l'avoir lu? Ben oui, je suis quand même un peu contente parce que pour savoir, je veux dire, si on veut, oui, on peut être une bonne personne puis bien faire les choses parce qu'on a une certaine morale, mais pour savoir, surtout pour avoir une idée de qu'est-ce qui est banni aux États-Unis puis pourquoi. Bon, ça aurait été le fun que ce soit un peu moins long que 1400 pages. Mais oui, on aurait pu me raconter ça dans 300-400 pages, ça aurait fait mon affaire. Mais dans le contexte, je suis contente quand même de l'avoir lu. Des fois, c'est correct d'avoir des coups de poing pour nous ouvrir les yeux. Oui, OK. Donc, quand même, ça n'a pas été agréable, puis ça t'a fait vivre des émotions qui sont un peu difficiles avec le contexte d'aujourd'hui, mais somme toute, ça donne un regard vers le passé qui fait un petit peu peur au présent. Oui, absolument. C'est ça. C'est très bien résumé. Bon, ben en espérant que ta prochaine lecture soit plus joviale et douce. Je vais peut-être lire une bande dessinée. Une petite romance. Moi, j'ai des suggestions toutes douces, je pense, pour toi. Fait qu'on s'en reparle dans une couple de minutes. Maude, dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Ben, moi, je lis toujours beaucoup de choses en même temps, dans comme plein de formats. Fait que j'ai toujours un livre audio, un livre sur ma liseuse, un livre papier. Puis tout récemment, je me suis développé découvert une nouvelle passion, c'est-à-dire les romans graphiques. Donc, puis c'est ça. Puis donc, un livre que je lis en ce moment, c'est Presse Jus. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de l'épistolaire. Donc, pour ça, je suis super contente. C'est notre lecture commune, en fait, avec les clubs de lecture du Sujet Clos en février. J'ai-tu menti? Oui, en février. Je me perds dans mes mois. Donc, c'est ça, comme je l'ai dit, roman épistolaire à 2 voix, par Valérie Chevalier et Mathieu Simard, publié chez Urtubise. J'aime beaucoup. Je trouve que le fait qu'il y a vraiment juste des lettres, ça apporte comme une certaine légèreté. Tu sais, comme le livre respire, je trouve que c'est facile de s'arrêter. Tu sais, des fois, quand un chapitre se termine puis tu es laissé en haleine, tu peux pas fermer un livre. Là. C'est le fun, puis en même temps, tu n'as pas la chance d'en profiter. Avec celui-là, je peux vraiment refermer une lettre, puis il y a du temps, mine de rien, qui se passe entre l'envoi de chaque lettre. Fait que j'en profite avec ce roman-là pour le vivre un peu de cette manière-là. Fait que je ne l'ai pas terminé, mais je peux dire que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est 2 voix qui se complètent bien pour nous offrir un beau produit final. Donc, ouais, j'aime beaucoup, je recommande. Puis, c'est la prémisse. Oui, vas-y. Ben, je trouvais que lorsque j'avais vu l'annonce de la publication de ce roman-là, je trouvais ça drôle, les 2 voix, parce que ça semble être 2 auteurs, autrices de 2 directions différentes. Tu sais, Valérie Chevalier, on la connaît pour de la comédie romantique, pour du très léger. Mathieu Simard, plus du contemporain, assez
crève-cœur parfois. Fait que, tu sais, je me demandais comment ça s'amalgamait ces deux voix-là ensemble. Oui, c'est ça. C'est vraiment deux. Ben, là où je suis rendue, c'est deux personnages très différents. Puis, mais c'est ça qui est le fun aussi. Tu sais, je pense qu'il y a une certaine joie de vivre dans les deux personnages, mais ils ont une façon d'aborder la vie qui est bien à eux. Puis parfois, ça emmène certains chocs. Puis, tu sais, des fois, honnêtement, j'étais un peu comme inquiète en abordant le livre. Je me disais, tu sais, je pensais peut-être que ça allait être un peu plus cliché parce que dans l'envoi de livre, est-ce que tu assistes à une première chicane dans un couple ou mais vraiment, on a quand même accès à ça, puis à peut-être qu'est-ce qui fait que deux personnes qui ont une vision similaire mais différente de la vie peuvent, tu sais, lorsque juste comment le conflit peut avoir lieu, en fait. Fait que, ouais, je trouve que c'est ces deux voix qui vont très bien. Je sais pas, je serais vraiment curieuse de les entendre, de faire une certaine recherche sur comment ils ont procédé pour écrire conjointement, parce que là, j'assume que c'est chacun écrit une lettre du point de vue de leur propre personnage, là, mais je serais quand même curieuse de voir est-ce qu'il y avait comme un espèce de plan, une ligne écrite, ou est-ce qu'un s'envoyait une lettre, l'autre y répondait un petit peu, puis c'est ça qui a construit le roman, je sais pas. Mais... De manière plus organique, oui. à se surprendre l'un et l'autre de la réponse. Oui, c'est intéressant comme procédé. Puis sinon, c'est ça, j'ai trouvé ça à la librairie du Soleil à Hull cette semaine. Moi, je suis une grande fan de Jane Austen. Et puis, c'est un roman graphique, en fait, donc une adaptation du fameux, très classique Orgueil et préjugés. Puis celui-là, en fait, si je me trompe pas, la version originale, c'était comme un auteur et dessineur allemand. Et puis donc, ça a été adapté, le roman graphique en allemand a été adapté en français. C'est vraiment magnifique. Là. J'adore comment ils se sont inspirés du film avec Keira Knightley, même s'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette adaptation. Moi, j'aime beaucoup cette adaptation-là de l'histoire. Donc ça, c'est ta lecture. C'est deux lectures quand même tout douces là, pour le moment. oui. Puis audio, comme j'ai dit, cozy mystery, fait que c'est pas trop... c'est doux quand même. Oui. Excellent. Ouais. Merci pour ton partage. Ça va peut-être donner des idées à ceux qui se cherchent de la douceur. Hein? Ceux et celles, en ce mois de février. Merci. On va continuer avec Jessica. Dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Alors, moi, je viens de commencer un livre qui s'appelle Cœur infime de Billy Ray Belcourt. C'est un auteur cri. Et en fait, là, c'est l'histoire d'un étudiant autochtone qui est doctorant, puis qui décide d'abandonner sa thèse, puis de retourner dans son village, enfin, dans sa ville natale, c'est pas un village du tout, pardon, dans sa ville natale, et de partir en fait à la recherche du roman qu'il a envie d'écrire. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que je viens vraiment de le commencer. Là, j'ai lu 36 pages. C'est un auteur que j'avais déjà lu, que j'aime beaucoup. Puis le livre, il sort mercredi prochain, donc au moins je spoil personne en disant que j'en sais pas plus. Donc j'ai bien hâte de le découvrir. Sinon, ces derniers temps, en termes de livres, pas drôles, comme d'habitude. Moi non plus, je lis pas des trucs drôles, hein, Sylvain. J'ai lu Femme au temps des carnassiers de Marie-Célie Agnan. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette autrice. Elle est d'origine haïtienne, puis elle a immigré au Québec il y a déjà, il y a vraiment plusieurs dizaines d'années. Et elle a commencé à écrire ici, je pense. Puis ce roman-là, en fait, il est inspiré de faits réels, mais il parle de femmes sous la dictature de Duvalier, la première, donc le père Duvalier, Papa Doc. Et les carnassiers, en fait, ce sont toutes les personnes du régime Duvalier qui ont semé la terreur et racontent vraiment comment est-ce que ça se passait pour les femmes qui résistaient. Donc, le personnage principal, c'est une journaliste qui, elle, écrit des articles où elle tient tête au régime, mais ça ne peut pas durer très longtemps. Donc, c'est une histoire qui est assez violente, on va dire, vraiment. On nous épargne quand même des détails, mais il y a quand même des choses qui sont quand même pas mal décrites. La terreur dans les rues, comment est-ce que les gens se cachaient, le couvre-feu qui était imposé, les menaces de mort, les gens qui venaient faire peur devant les portes, des gens qui disparaissaient, il y a des kidnappings déjà, on voit ça encore aujourd'hui, mais je pense que ça date quand même pas mal de là. Des viols, des violences sexuelles pour casser en fait des femmes qui osaient résister et comment est-ce que ces femmes qui sont
encore vivantes aujourd'hui, mais transmettent cette histoire, comment elles en parlent pas du tout, en fait, et qu'est-ce que ça induit dans la filiation, dans tout ce qui va être matrilinéaire, comment est-ce qu'elles transmettent leur histoire ou pas à leurs filles, et comment est-ce que les traumas, par contre, peuvent rester quand on ne parle pas. Puis en même temps, c'est des choses qui sont très difficiles à raconter. Moi, je l'avais déjà lu en anglais à la base parce qu'on m'avait fait lire la traduction anglaise. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de le lire en français pour voir s'il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Mais en fait, j'avais très bien compris. mais j'étais contente, moi, de le lire quand même parce que il n'y a pas si longtemps que ça, cette première dictature, c'est 1957. Ça explique pourquoi il y a une grosse vague de personnes haïtiennes qui sont arrivées au Québec ou aux États-Unis ou même en Amérique latine. Puis on parle en général beaucoup de comment ça s'est passé d'une manière générale, mais j'ai vraiment aimé l'approche féministe et féminine de comment la violence s'exerçait particulièrement sur les femmes, parce que les hommes, on les enlevait, on les torturait, mais c'était vraiment monnaie courante. Mais ce qu'on faisait aux femmes, c'est vraiment particulier. C'est vraiment pas drôle à lire. Vraiment pas, mais je pense que pour la culture générale, ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'on en a lu un, comme ça on n'est pas obligé de lire les autres sur la dictature de Duvalier, ce qu'ils ont fait aux femmes. C'est largement suffisant. C'est une autrice que j'aime beaucoup, j'avais déjà lu un livre qui s'appelle La dot de Sarah, et qui parle aussi de femmes haïtiennes, mais cette fois au Québec. Et c'est vraiment intéressant à lire. C'est rien à voir avec cette ambiance-là. Donc, si jamais vous avez envie de découvrir Marie-Célie Agnan, j'irai plutôt avec La dot de Sarah. Ah, ben merci. Puis là, j'étais très curieuse parce que tu as parlé de Billy Ray Belcourt. Puis moi, j'avais déjà lu en fait, je cherchais les titres parce que je voulais pas avoir l'air complètement hors de la traque, là. Mais j'avais lu sa poésie avec Cette blessure est un territoire. Puis l'essai qu'il avait publié l'année passée, Histoire de mon corps, bref. Mais là, ce que tu as entre les mains, Le cœur intime, c'est un roman-roman? Ouais. Ça ressemble à une espèce de roman autobiographique, mais je sais pas à quel point c'est lui ou pas. Mais oui, c'est un roman. Ça m'intéresse beaucoup, vraiment beaucoup. Je note. Merci. Merci pour cette belle recommandation. Parce que je l'aime beaucoup, mais il fait plein de formats, puis pas nécessairement mes préférés. Donc, la poésie, j'essaie. Hein? En tout cas, d'ailleurs, je vais vous parler brièvement, mais j'ai découvert aujourd'hui, je crois, la raison pourquoi je ne suis pas tant fan de la poésie. Je pense qu'il n'y a pas assez de mots. Moi aussi, je pense que c'est un truc comme ça. Je pense que j'ai besoin de plus de mots pour comme comprendre, puis m'attacher. Puis en tout cas, aujourd'hui, en lisant ma poésie qui était vraiment très belle, puis en tout cas, vous en parlez rapidement, mais j'étais comme, me semble que j'en aurais pris plus. Et qui est un peu à l'inverse du courant de la poésie. Merci beaucoup, Jessica, pour ce partage. On prend des bonnes notes. Et on termine ce petit tour avant que je vous parle avec José. Dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Moi, je n'ai pas lu vraiment de poésie ces derniers temps. J'ai lu un livre dur aussi, comme d'habitude. J'aime beaucoup Philippe Besson. J'ai presque tout lu ses livres. Puis là, j'ai lu Vous parler de mon fils. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment un livre dur. En fait, j'ai aimé le point de vue que l'auteur a décidé de prendre. C'est vraiment le père qui parle. Fait que c'est une confession du père. Fait que dans une journée très particulière, je vous raconte un peu l'histoire. Hugo, son fils de 14 ans, meurt parce qu'il a été victime d'intimidation puis de harcèlement scolaire, mais à un niveau supérieur. Puis la journée qu'on va suivre, la vie de Vincent, en fait, c'est la journée où ils font une marche blanche en l'honneur de Hugo. Puis c'est toute la réflexion du père sur ce qui s'est passé un peu. Il revit un peu du moment où Hugo a commencé à être victime d'harcèlement jusqu'à l'annonce, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé. Puis comme c'est un discours intérieur, en fait, il parle au lecteur, ben, il n'y a pas de filtre. Fait que c'est vraiment, on sent vraiment qu'il est très sincère dans ce qu'il va nous annoncer. Puis parallèlement à ça, il y a toute la préparation de cette marche-là qui est une espèce de journée un peu particulière pour lui. Fait que il y a vraiment comme des sauts entre le passé, qui est vraiment un passé d'une confession versus ce qui se passe dans la réalité. Fait que c'est vraiment un livre incroyablement dur. Il fait juste 208 pages, mais moi, il y a des bouts où je déposais le livre pour respirer parce que c'est vraiment intense. Puis comme c'est écrit comme toutes les confessions de ça, c'est le père qui le vit, tu sens encore plus la douleur. Puis lui, il se sent extrêmement
coupable parce qu'il y a eu plein de signaux d'alerte. Hugo l'a dit, il a minimisé ce qui se passait. Non, c'est des chamailleries de garçons, tout ça. Puis, évidemment, c'est un livre français. Je pense qu'au Québec, on est plus équipé pour faire face à ça, mais en France, c'est incroyable. Là. Puis, quand je lisais ça, j'avais comme des bouts de ma lecture de Après elle, de Ariane Bois. Je ne sais pas si vous l'avez lu. En fait, c'est un livre, c'est un féminicide. En fait, c'est un homme qui tue sa femme. Puis j'ai trouvé que ces deux livres-là se ressemblaient un peu, vraiment dans l'horreur, puis aussi dans la façon que ça a été écrit, puis dans la façon dont la justice ou la non-justice fait pour essayer de solutionner la situation ou pour aider les victimes. Ou si je me refie à, pour vous parler de mon fils, l'école est abjecte, là. Elle est complètement abjecte. Le directeur, c'est incroyable. Là. C'est hallucinant. C'est vraiment un livre qui est très, très, très dur pour 208 pages. Là, c'est assez difficile. Puis comme encore, je reviens là-dessus, mais comme c'est vraiment une confession du père, des fois, il y a même une suite, tu sais, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Fait que t'es là, tout, tu reçois ça un peu de même. Là. Mm-hmm. C'est vraiment un livre extrêmement dur, mais je pense nécessaire. Puis, mais je pense pas que ça soit pour toutes les mains et peut-être pas pour les petits yeux. Là. Mais Philippe Besson, franchement, c'est pas un auteur marginal. J'ai beaucoup aimé ça. Puis juste avant ça, je me suis promenée, mon père est italien, puis je me suis promenée dans son petit village, dans un livre d'une autrice italienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Donatella di Pietrantonio. Et puis, c'est un tout petit village et pourtant, elle vient de ce village-là. Fait que j'ai vu comme un peu le village de mes ancêtres qui s'appelle Pescara et c'est ça. C'était vraiment cool. Fait que j'ai fait un aller en Italie. C'était pas un livre très, très jojo non plus. Là. Il y a des filles mortes. Là. C'est pas cute. Là. C'est pas un polar, là, tu sais, fait que c'est vraiment un livre social, fait que ça fait aussi. Puis ensuite, j'ai lu celui-là. Et le prochain, je pense lire un J.M. Eyre. Je sais pas si vous connaissez, c'est un auteur français qui est dans l'absurde total, qui est vraiment absurde. Ça, c'est thème où tu détestes. Moi, j'avoue que l'absurdité me fait bien rire. Fait que je pense que je vais aller de ce côté parce que surtout, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans mes lectures, j'ai besoin d'un peu de légèreté. C'est quoi le nom que tu as? J.M.? Oui, il s'appelle J.M. Eyre. Eyre, comme I-R, genre? Oui, exactement. E-R-R-E. Puis moi, j'avais déjà lu de lui un livre qui s'appelle « Le bonheur est au fond du couloir à gauche ». Moi, ce livre-là, je l'ai adoré. J'ai ri là, comme une damnée d'un bout à l'autre. Je l'ai fait lire à mon groupe de lecture et c'était unanime. Elles ont détesté ça. J'étais sûre. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est totalement moi. Mais comme j'avais beaucoup aimé ça et comme c'est vraiment sa marque de fabrique à lui, je vais lire La loi de la tartine. Ouh! Fait que j'ai l'impression que je serai complètement dans un monde parallèle. Est-ce que je vais trouver ça aussi bon que l'autre? Je ne sais pas, mais ça va m'éloigner un peu du glauque qui m'a habité vraiment et qui m'habite encore. C'est un titre intéressant, en tout cas, La loi de la tartine. Ben, tu nous en donneras des nouvelles de ces lectures hors de ce monde pour échapper un petit peu à ces journées grises. Ben, merci beaucoup pour ton partage. Et je voulais en profiter pour vous dire, parce que j'ai oublié de le mentionner, qu'à la fin du balado, je vais écrire tous les livres dont on a parlé en barre d'informations. Donc, si vous cherchez les titres, les auteurs et tout, ça va être là une couple d'heures là, après qu'on ait fini le balado. Et moi, bien, février, dans ma vie, ça veut dire Salon du livre de l'Outaouais. Parce que depuis 5-6 ans, je m'adonne à l'exercice de lire tous les auteuristes invités d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais. Donc, cette année, c'est ça. Puis cette année, c'était particulièrement drôle parce que j'avais lu presque tous les invités d'honneur. Habituellement, les dernières années, il y en avait comme 14, fait que c'était vraiment beaucoup, mais cette année, je pense qu'il y en a 8, donc c'est beaucoup plus raisonnable. Mais donc là, je relis des personnes que j'avais déjà lues, mais il y en a quand même 2 que j'ai découvertes parce que je ne les connaissais pas. Et c'est ça, la lecture que j'ai terminée en poésie, je vais vous en parler, mais je ne peux pas vous parler de poésie parce que ça rentre puis ça sort. C'est comme... C'est incroyable. Mais c'est une autrice de l'Ontario français en terrain miné de Véronique Sylvain. Donc, si vous aimez la poésie, peut-être que vous allez pouvoir me dire de quoi ça parle. Mais
Mais moi, j'en ai aucune idée. J'ai lu, puis j'ai même lu à voix haute parce que mon fils, il voulait pas se réveiller de sa sieste à 2h30, puis là, je lisais ça à voix haute. J'étais comme peut-être que, genre, je vais comprendre, ça va m'imprégner, mais non, tout de même pas. Donc, ça n'a pas fonctionné. Mais la lecture qui était juste avant, j'ai lu une pièce de théâtre. Vous le connaissez peut-être. Moi, je vous dirais, je le connais de nom, mais j'ai eu un franc coup de cœur pour Mani Soleimanlou avec sa pièce de théâtre Zéro. Il y en a écrit plusieurs. Il a écrit 1, 2, 3, 5 à 7. Puis en tout cas, il y en a une couple. Je ne le connaissais pas, mais cette pièce de théâtre-là, ça se lit comme un show d'humour. C'est hilarant, c'est drôle, ça fait du bien. Puis, j'ai commencé à lire ça, j'étais comme « Ah, c'est le fun! » Mani, il est né en Iran, donc il y a toute la question aussi. Lui, il a immigré ici, il a des enfants avec une blanche, Sophie Cadieux. Ouais. Sophie Cadieux, donc il y a toute cette question-là de qu'est-ce que je lègue aussi à mes enfants, puis qu'est-ce que je leur dis, pourquoi je suis partie de l'Iran, tu sais, il y a toutes ces questions existentielles-là. Mais ce qui est vraiment intéressant et ce qui m'arrive genre jamais, c'est que Mani Soleimanlou a exactement les mêmes origines que mon conjoint à moi. Donc souvent, c'est mon conjoint, on se demande s'il est musulman. Puis là, il est comme, non, je suis perse. Puis là, ça parle quoi, les Perses? Ça parle le farsi. Puis là, c'est comme, c'est quoi le farsi? Puis là, t'es comme, ben, une langue. Puis là, OK, mais là, c'est quoi ta religion? Puis là, lorsque le mot zoroastrien sort de sa bouche, là, tout le monde est comme, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ça? Donc, tu sais, lorsque j'ai lu ces passages-là dans Mani, j'étais comme, oh my God, je me sens vue, mais c'est même pas moi qui a ces origines-là, mais comme, je peux comprendre à quel point, tu sais, qu'est-ce qu'il a vécu, parce que mon conjoint, ben, tout le monde me pose ces questions-là, puis là, je suis comme, ben, zoroastrien, c'est une des premières religions monothéistes, puis tout ça. Puis oui, ses grands-parents, ils le pratiquaient. Même son grand-père, il était prêtre, mais lui, c'était un Canadien normal, là, tu sais. Fait que je retrouvais vraiment ça dans ce livre-là. Je trouvais ça vraiment le fun. Je trouve que son ton est très humoristique, il est naturel. Je suis comme, comment je fais pour entendre dans ma tête un livre que je suis en train de lire, puis que, tu sais, on dirait que je le voyais, là, puis genre, je connais pas vraiment sa voix, mais j'avais l'impression qu'il y avait ce ton-là. C'était vraiment bien rendu. J'ai définitivement envie de le relire. Fait que ça, c'est ma petite pépite du jour. Si vous ne le connaissez pas, ben moi, c'est sûr que je vais aller faire un petit coucou au Salon du Livre parce que c'était tout simplement divin. Puis ma lecture actuelle, j'ai lu 2 chapitres parce que Jean-Philippe Laud est invité d'honneur cette année au Salon du Livre de l'Outaouais, mais j'avais lu Rue du Plessis, hein, Sylvain? On a lu Rue du Plessis. Donc, je me suis dit que j'allais découvrir autre chose, parce qu'il y avait autre chose dans la vie de Jean-Philippe Laud, autant de la pensée pressée, puis pour ce que je vois actuellement, c'est vraiment plus comme un hommage à Serge Bouchard, parce qu'il a travaillé à la radio très, très longtemps avec Serge Bouchard, puis ça a l'air plutôt intimiste. C'est comme le avant Rue du Plessis. Fait que les conversations qu'ils ont eues ensemble sur le fait d'être des transfuges de classe, mais comment les deux hommes étaient transfuges, mais ont vécu des choses différentes parce que leurs parents, ben, ils étaient de milieux différents malgré tout. Donc, je trouve ça quand même vraiment intéressant. L'écriture est facile, puis c'est le fun. Donc, voilà pour ma petite lecture du moment que je vais continuer jusqu'au slow. Voilà. Puis, signer Daphné nous avait mentionné, je pense que c'était lorsqu'on parlait de Billy Ray Belcourt, qui avait dit qu'elle aussi, ça l'intéressait. Puis, Alissa Gauthier, qui note la pièce de théâtre, elle adore en lire. Ça fait du bien, c'est facile à lire. T'es comme, j'ai lu 82 pages. Des petits bonheurs, là. C'est ça qu'on a besoin en ce moment. Puis moi, je trouve que... Mais d'ailleurs, lorsque je l'ai commencé comme à 10h du soir, puis je regrettais vraiment beaucoup d'avoir fait ce choix-là. Parce que j'aurais voulu le lire d'une claque. T'sais. Mais là, à 10h, tu regardes 10h30, 11h, là, tu comptes tes heures de sommeil. Mon fils se réveille en plein milieu de la nuit, t'es comme, mauvais choix. Mais lisez ça, genre, commencez ça en après-midi à 1h, là, puis vous allez terminer d'une claque. C'est sûr, c'était délicieux. Alors, là, on a eu beaucoup de lectures lourdes pour le petit mois de février, mais j'avais un petit sujet très tranquille, mais qui, malgré tout,
on est tous différents en tant que lecteurs et lectrices, puis on est incapable de comprendre comment les autres lisent d'une façon différente. Tu sais, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui lit dans le silence. J'écoute pas de la musique dans mes oreilles. Je vois même pas comment je pourrais faire ça. Genre, il y a des gens qui grignotent pendant qu'ils mangent. Moi, on dirait que je m'entends mâcher pendant que je lis. Incapable de faire ça en même temps. Il y a des gens qui ont des petits drinks, mais pendant que je suis en train de lire, ça sort de ma lecture pendant que... Fait que, tu sais, je suis vraiment une lectrice plate. Genre, je fais rien de particulier que comme m'installer à quelque part de confortable avec mon livre. J'ai pas de petits quirks, j'ai pas de routine, j'ai pas quelque chose qui me différencie des lecteurs et des lectrices qui sont plus wild, tu sais, qui sont plus spicy. Donc, j'aimerais ça savoir, là, vous êtes quel genre de lecteur ou quel genre de lectrice? Est-ce que vous vous asseyez à un endroit particulier, d'une façon particulière? Y a-t-il des gens qui... Tu sais, je sais pas, est-ce que vous êtes plus dans le continuum des gens plates? Ben, c'est correct aussi. Hein? Et moi, dans ce team-là, mais j'aimerais ça savoir, là, vous êtes où dans cette échelle de différents types de lecteuristes? Voilà. Alors, voici ma question du jour. Puis, on va refaire un petit tour du même bord. Je pense, Sylvain, ça fait longtemps que je t'ai entendu. Dis-moi donc, toi, c'est quel genre de lecteur? Moi, j'ai pensé à cette question-là que tu nous as envoyée, puis je lis vraiment dans toutes les conditions. J'aime pas tant manger en lisant, mais je lis beaucoup au restaurant. Tu sais, dans le temps que je buvais, là, je pouvais passer comme 1h30, 2 heures au restaurant avec mon verre de vin, là, puis j'étais bien. Puis en fait, être ailleurs que chez moi m'aide, entre guillemets, parce que je ne suis pas distrait par les tâches que j'ai à faire, c'est tout mon téléphone, tout ce qui pourrait occuper mon esprit autrement. Mais je lis quand même beaucoup à la maison, là, mais je trouve ça plus facile de lire ailleurs. Puis, honnêtement, je lis c'est ça, au restaurant, en attendant que la pièce de théâtre commence. Je lis vraiment partout, mais l'endroit où je lis le mieux, étonnamment, je pense que c'est dans le métro. Honnêtement, là, si j'ai une ride de ligne verte à faire, là, comme l'Aigle Noir, j'ai lu comme 80 pages en quelques stations, je m'en suis à peine rendu compte. Là, fait que ça va, puis je sais pas. En fait, je pense que en creusant là, pour essayer de comprendre, je pense que justement le fait que mon livre me renferme dans une bulle qui m'empêche d'être comme pas en conflit, mais en contact avec les gens autour. Je pense que justement, vu que je veux pas les gens autour de moi, puis je veux mon livre, ça me force à me concentrer puis à vraiment plonger dedans. Je pense que c'est un peu ça, mais c'est ça. Sinon, moi aussi, là, j'aime bien ça, là, boire du thé. Je suis bien un gros fan de thé, mais si je commence à boire mon thé, je suis plus dans ma page, puis ça me dérange. Fait que, ouais. Métro. Un lecteur de métro. Team métro, ouais. J'aime ça. Moi, on dirait que je m'imagine dans le métro puis j'entends juste les portes qui ouvrent, la petite musique, avec la sortie. Non, ben j'ai pas le vocabulaire du mot de Montréal. Des stations, c'est ça. Mais tant mieux si toi, ça fait une petite bulle avec un lecteur de métro. J'aime ça. Ouais. Caroline, toi, quel genre de lectrice? J'ai déjà été une lectrice de métro aussi, ça fait que je comprends ce que Sylvain dit, effectivement, là, de se mettre dans sa bulle. Maintenant, je travaille principalement de la maison ou quand je vais au bureau, j'y vais à pied. Donc, on s'entend que les transports, c'est pas la place où je peux lire beaucoup. Donc, je lis assise dans mon salon. Le seul critère, c'est d'avoir un bon éclairage. Si j'ai des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis 1997, vous vous doutez que mes yeux sont un peu moins frais. Donc, bon éclairage. Si je lis juste une demi-heure, 1 heure, je lis avec rien. Si je m'installe, mettons, le samedi après-midi pour lire plusieurs heures, ben là, ça va me prendre soit mon verre d'eau et ou ma tasse de thé, mais pas de musique, pas de télé, pas de bruit. Mon livre... Le silence. Ouais. Est-ce que tu es capable de lire dans la foule ou tu sais, dans. Mais tu as lu dans le métro, fait que j'imagine que oui. Dans le métro ou quand je voyage, si je suis dans un autobus interurbain ou
ou en avion ou en train, oui, je suis capable de lire s'il y a des gens autour. Là. OK. Fait que juste pas de musique, mais Juste pas de OK. musique. Avec Parce très que peu. je suis musicienne à temps partiel, donc s'il y a de la musique, je vais arrêter de lire puis je vais écouter la musique. Je comprends. Quel instrument? On est curieux. La corde vocale. Ouh! Voilà. Je suis choriste pour l'Orchestre métropolitain. Oh, watatao! Rien de moins. J'aime ça. Merci beaucoup pour ton partage. Maude, dis-moi. Oui. Ben, je dirais pas que j'ai une routine. Définitivement, je suis capable de lire en nous. C'est plus des autobus. Là, on n'a pas de métro à Gatineau, malheureusement, mais je suis capable de lire dans les transports, mais j'ai tout le temps cette peur-là de manquer mon arrêt ou cette peur-là, si t'attends chez le médecin, de manquer mon nom. Fait que je suis jamais très concentrée. Mais c'est ça, sans avoir de routine, j'ai définitivement des paramètres qui font que je suis plus confortable. Puis, fait que généralement, moi, je vais mettre de la musique. Je trouve une playlist sur Spotify. Il y a vraiment de tout. Fait que je vais trouver quelque chose qui correspond puis qui va m'aider, par exemple, à me mettre dans l'ambiance d'un certain livre, là. Particulièrement si c'est du fantasy, science-fiction, etc. Généralement, j'ai toutes mes petites playlists de prêtes. Puis moi, je pense qu'une de mes peurs, c'est justement de devoir me lever une fois que je suis assise. Fait que généralement, je vais avoir 2, 3 boissons. Fait qu'un bon verre d'eau, un café si c'est le matin, peut-être si c'est le soir, un verre d'eau, un verre de vin, puis peut-être une tisane pour après, quitte à ce que ce soit froid, mais au moins je vais être assis, puis j'ai pas besoin de me relever. Puis, ouais, c'est comme... Mais moi aussi, manger en lisant, c'est parce que l'expérience m'a montré que tout aliment peut tacher une page, donc je le fais plus. Mais oui, mais définitivement, tous ces aspects-là, tous ces paramètres-là autour de la lecture me permettent d'être comme dans un cocon. Là où Sylvain, c'est comme le cocon, c'est le livre. Moi, c'est tout ce qui vient et qui agrémente mon moment lecture, qui crée mon cocon. Belle image, j'aime ça. Parfait. Jessica, toi? Moi, je pense que je suis une lectrice plate. Mais je suis capable de lire à peu près partout. Dans les transports, au restaurant, quand j'attends un ou un ami qui est en retard, on doit aller boire un verre, je suis contente d'avoir mon livre. En général, je suis contente que les gens soient en retard parce que je peux lire en attendant qu'ils arrivent. Putain, pour être un ami de Jessica, être en retard. Le seul moment où je vais lire en mangeant, c'est quand je suis au bureau et sur ma pause lunch. J'adore ça. Ça me permet de couper complètement avec mon travail. Mais sinon, si je suis chez moi, je ne suis pas capable de lire en mangeant. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas. Je ne peux pas tenir le livre et manger en même temps, alors qu'au bureau, ça doit être un besoin, en fait, qui me permet de le faire. Mais alors, quand je suis chez moi, par contre, impossible de lire assise. Je déteste ça. Alors, je peux le faire n'importe où, mais pas chez moi. Moi, chez moi, il faut que je sois couchée. Donc, soit dans mon lit, soit dans le canapé, et il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai un plaid. J'ai envie d'être au chaud. C'est la seule chose. Mais oui, c'est ça. Donc, il y a plus de conditions quand même à la maison. Là. À l'extérieur, tu es plus libre comme lectrice, mais à la maison, il faut que ça soit placé comme ça, il faut que je sois sur le dos. Exactement, le dos, le côté, avec un plaid. Sinon, la lecture, ça ne se passe pas. Là. Je comprends. OK, merci. C'est le fun d'en apprendre un petit peu plus sur vos petites manies de lecteur et lectrice. Josée. Moi, je vais piquer un peu partout chez vous. Moi aussi, j'aime bien lire coucher. Puis je fais du télétravail. Puis mon heure de lunch, généralement, quand je la prends, je mange en vitesse. Puis après, je consacre le temps pour la lecture avec un timer parce que sinon, je pourrais passer l'après-midi sur mon livre et non au travail. Puis moi, j'adore lire avec de la musique, mais pas avec des paroles. Parce que si c'est des paroles que je comprends, là, si c'est dans une langue étrangère, ça va parce que ça me dérange pas. Mais si c'est en français ou en anglais que je comprends des trucs, je suis pas capable. On dirait que là, mon esprit veut voir 2 affaires en même temps. Puis j'aime beaucoup savoir qu'est-ce que je lis, dans quel contexte que je lis, puis trouver une lecture complètement appropriée. Quand je lis italien, j'écoute de la musique italienne. Souvent, ce que j'aime vraiment faire, c'est que quand dans un livre, il nomme une pièce de musique, là, j'arrête tout, je vais la chercher. Puis, ça, j'adore ça. Je trouve ça vraiment le fun. Puis j'ai quelqu'un que je connais qui m'a dit que lui, quand il lisait un livre, il écoutait la même chanson en boucle. Fait que si son livre durait 20 heures de lecture, pendant 20 heures, c'est la même tune qui revenait, tu sais, in and out, là.
Wow! Il disait que ça fait comme ça emprunte ton cerveau que cette musique-là, c'est associé au livre. Puis après, quand tu l'entends, tu repenses à ta lecture. Je dis, Certainement. Si tu es capable de l'entendre encore après. Oui, mais parce que quand tu lis, la musique, elle devient vraiment comme une espèce de fond sonore, tu ne l'entends même plus. Mais mon chum, lui, il l'entendait. Lui, il se demandait vraiment qu'est-ce qui se passait. Au bout de 4 heures, que la même tune revient. Là. Fait que je ne l'ai plus jamais refait, mais je lis continuellement avec la musique. Ouais, c'était vraiment drôle. Il est sorti du bureau et il disait, ça va faire, là. C'est vraiment une drôle d'expérience. Ça. Oui, mais c'était quand même le fun. Tu sais, comme lecteur, comme lectrice, c'était quand même le fun, mais pour lui, c'est vraiment plate. Puis sinon, ben, moi non plus, je ne mange pas. Puis je lis partout. Oh mon Dieu, Josée, on dirait que j'ai comme envie de tenter cette expérience-là, mais en même temps, j'ai vraiment pas envie de tenter cette expérience-là. Ben, essaye-le sur un petit livre. C'est ça, tu sais. Prends une toune que t'aimes, minimalement. Oui, mais je l'aimerais plus, là. C'est ça, en fait, que t'aimes, mais pas tant. Que tu peux la jeter à un moment donné parce qu'elle va t'avoir comme complètement écœurée, là. Oui, c'est ça. Moi, c'est une toune je pense que c'était The Is de Alessandra Skrzyski qui jouait. OK. Je me souviens de la toune, mais pas du livre, parce que c'est le fun. C'est une expérience. Finalement, je ne sais pas si c'est gagnant. Oui, mais tu sais, ça coûte pas cher à expérimenter quand même. Non, c'est ça, effectivement. Sur un petit livre, ça peut être drôle, ça peut être cocasse. Mais là, avec la poésie, peut-être. Oui, peut-être que je pourrais comprendre quelque chose à mon livre si je fais ça avec la poésie. On a plein de réponses. Sous le ciel qui nous dit qu'elle est une lectrice plate. Alissa qui aime team lectrice dans le métro, elle adore ça. Signée Daphné, team lectrice avec breuvage et snack, qui lit n'importe où et partout. Des snacks. Vous imaginez, moi, je vois les mains là, pleines de chips. Là, tu tournes la page, mais tu ne sais pas bien laver. Il faut une petite napkin en plus pour gérer. C'est beaucoup de... Les crottes au fromage orange, là, tu sais. Oh my God! Faut les manger avec des baguettes, on ne se tâche pas les doigts. Oui. Oui, c'est ça le truc. Tourner le livre aussi avec la baguette. Oui, c'est ça, c'est la gestion des baguettes. Marie-Ève qui lit en écoutant de la musique. Daphné qui nous dit tout à l'heure, je pelletais en écoutant mon livre audio, ça passe plus vite. Ça doit être une bonne technique, ça, parce que c'est assez répétitif, pelleter, quand même. Bouquin d'étoiles, bonsoir à tous. Je dirais que je suis un lecteur du silence. Je suis incapable de lire dans le bruit, surtout quand on parle autour de moi. Ça, surtout lorsque ton livre n'est pas si intéressant. Là, mais ça, t'es comme, qu'est-ce qui se passe à la table à côté? Ça peut être dangereux. Je n'ai tellement pas ce problème-là. Moi, c'est vraiment le contraire. Moi, je me sac de ce que les autres disent. Là. C'est pour ça que je rentre dans mon livre. Moi, je pense que j'ai le problème, tu sais, ça dépend où est-ce que j'en suis dans mon livre, puis si c'est le fun ou pas, là, parce que sinon, des petits potins de restaurant, ça peut être drôle. Surtout les gens qui parlent fort, qui veulent se faire entendre, ben, on va les écouter. Quand la table est juste à côté de toi, c'est pas la même chose qu'un petit brouhaha de fond. Alissa qui écoute de l'ASMR en lisant. Wow! Je suis un peu troublée parce que j'ai l'impression que c'est comme ça a quelque chose au niveau sensoriel, l'ASMR. Là. Fait que j'ai l'impression que je ne pourrais pas lire en même temps. Là. Je me demanderais c'est quoi ce bruit-là. Ou en tout cas, je ne sais pas. Je pense que ça me troublerait. Je sais pas pour vous, là. Est-ce que vous allez tenter ça, les ASMR? C'est la nouvelle technique. Josée, tu essaies ça le prochain livre? Non. Je ne serais pas sur ce genre de bruit. On dirait que ça me rend mal à l'aise. Au niveau sensoriel, parfois, c'est fragile. Hein? Ève qui nous dit « Oh my God, la chanson en boucle. Josée a toujours des anecdotes surprenantes pour nous. » Je remercie Jérôme qui m'avait proposé ça. Non, c'est-tu Jérôme? Je pense que c'est son frère, en tout cas. C'est une vraie personne. Une vraie personne. Daphné qui nous dit avec des plans pour épargner la maisonnée. Oui, et Bouquin d'étoiles qui trouve que tu es trop drôle, Josée. Définitivement très, très drôle. Donc, ça fait le tour de notre épisode de ce soir. Mais là, je dois vous parler de quelque chose dont je vous ai comme parlé à demi-mot depuis quelques temps. Peut-être 1 ou 2 podcasts, mais là, officiellement, je peux vous en parler et je peux lever l'embargo sur la vérité. Donc, ce que je vous cachais et que maintenant, je peux vous dire, c'est que
la semaine prochaine, samedi le 22 février, le balado Qu'est-ce que tu lis sera en vrai au Salon du livre de l'Outaouais, donc le samedi 22 février à 5 h. C'est une petite salle, c'est pas une des 2 salles principales, donc il faut bien chercher tous les recoins, mais on va être à la salle du Collège universel, donc nous sommes presque toutes là ce soir. Il va y avoir moi, il va y avoir Sylvain, il va y avoir José, il va y avoir Maude, et peut-être que vous connaissez l'ancien président du Salon du livre de l'Outaouais qui se nomme Kalula Kalambay, qui est un homme, ma foi, exceptionnel, qui est auteur lui-même, mais aussi qui, en sa personne, est exceptionnel et qui a aussi créé une maison d'édition qui s'appelle L'Empreinte du passant. J'ai l'impression qu'il manque un mot. L'empreinte du passant. Je pense que c'est ça. Je vais vous l'écrire là, si je me trompe. Mais oui, c'est ça. Donc, j'ai lu plusieurs livres. J'ai lu sa poésie. Il fait de la poésie. Mais je l'aime quand même. Puis, j'ai lu sa femme qui a écrit des romans. J'aime beaucoup aussi ce qu'elle écrit. Donc, nous serons ce panel pour le Salon du livre. Donc, si vous voulez nous voir en vrai, nous serons là. Mais je vais essayer de trouver aussi une manière de nous avoir en virtuel, de nous filmer pour le rediffuser pour ceux qui sont trop loin ou qui ne pourraient pas y être. Donc, voilà la grosse nouvelle qui est tombée. Nous serons au Salon du livre de l'Outaouais. C'est pas mal excitant. Fait que si vous êtes là, si vous passez, venez nous faire un petit coucou. On va faire, comme d'habitude, un tour qu'on va parler de nos lectures, puis un deuxième tour qui va être en lien avec le sujet, la thématique du Salon du livre de l'Outaouais cette année, qui est « Tous les espoirs sont permis ». Donc, c'est plein d'espoir, c'est doux, peut-être un peu moins comme la première partie de notre podcast aujourd'hui. Mais bon, hein, ça arrive, c'est pas grave, c'est comme ça, la vie, c'est faite de haut et de bas. Donc, merci d'avoir été avec nous en commentaire. Merci à mes beaux et belles panélistes d'avoir été avec moi ce soir. J'espère que vous avez apprécié votre expérience. Et avant que j'oublie, habituellement, je vous dis la date du prochain balado en vrai. Et cette date, ce sera mars. Est-ce que j'ai trouvé une date? Oui, attendez, oui, c'est sûr que j'ai trouvé une date. Je pense que j'ai trouvé déjà toutes les dates de l'année, mais je ne l'ai pas rentré dans ce calendrier. Je pense que c'est exactement la même date qu'aujourd'hui, soit le 13, donc le 13 mars. Un jeudi, dans un mois exactement. Sur ce, eh bien, on vous dit à la prochaine et on vous souhaite de bonnes lectures.